Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce second rendez-vous en sciences humaines. Le premier rendez-vous de cette année, c'était un rendez-vous avec l'anthropologue Jean-Loup Ancel. Vous vous souvenez du débat un peu houleux et des suivis, puisqu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont circulé sur les réseaux suite à son intervention. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une jeune architecte, Chloé Baudard. Elle travaille au sein de l'agence Construire et elle est membre notamment du pôle d'exploration des ressources urbaines, le Pérou, qui a ses ambassades dans un certain nombre de lieux en France. Alors ambassades qui se construisent, ambassades qui se détruisent aussi au fil des interventions des forces de l'ordre ou d'autres acteurs. Alors elle prend part à des collectifs et elle prend part de façon importante à la vie de la cité à travers un certain nombre d'actes. Et elle va nous proposer d'aborder la fabrique de la ville, la construction, comme un acte politique, culturel et social. Et elle correspond bien un peu au ton qu'on a donné à cette deuxième année de rencontre, c'est-à-dire celui de l'engagement. Un journaliste nous faisait part de cette remarque en disant « Tiens, j'ai noté que cette année, dans les rendez-vous en sciences humaines, vous êtes plus avec des personnes qui positionnées dans la vie de la cité et qui s'avancent à travers leurs disciplines, leurs recherches, leurs actes aussi, qui s'avancent dans le débat et dans l'espace public. » Donc aborder la fabrique de la ville et la construction comme un acte politique, culturel et social. Et ce qui nous a intéressé notamment dans son travail, c'est qu'elle a choisi de questionner la problématique du temporaire, du réversible, à partir notamment de deux projets différents que je connais tous les deux. D'abord l'accompagnement d'un bidonville. Alors tu as utilisé, on utilise le tu, parce qu'on se connaît par ailleurs, on ne va pas faire semblant. L'accompagnement d'un bidonville, un camp Rome aussi, qui était à Ris-Orangis, que j'ai eu l'occasion de voir et m'y installer un petit peu. Et la réhabilitation du point haut à Saint-Pierre-des-Corps, donc portée à la fois pour le pôle des arts urbains et par la compagnie OFF. Et le pôle des arts urbains, j'ai eu la chance avec Maud Le Floch d'en être le président pendant un certain nombre d'années. Voilà Chloé pour ces mots d'introduction. Avec toi, c'est la première fois qu'on accueille une architecte, une jeune architecte. Tu fais partie pour moi de ces architectes qui croisent aujourd'hui un certain nombre de collectifs qui font rêver, qui parlent de Tour de France, qui fabriquent un espace public du faire et pas simplement du discours. Donc ici, on sera dans un espace public du discours, mais tu t'appuieras, je crois, sur ces deux exemples pour nous montrer qu'il était possible de faire. On a un certain nombre d'étudiants qui sont présents ici, pas seulement, et qui font partie aussi de cette génération qui passe à l'action à un moment où on dit qu'elle est endormie, qu'elle n'a pas envie de s'impliquer. On voit qu'elle le fait et qu'elle le fait de façon collective autour de notions comme le partage, grâce aussi au réseau, à Internet et à tous ces réseaux sociaux, et qui hybride aussi des savoir-faire. Je crois que ce qui est intéressant aussi dans ton parcours et dans
parcours des étudiants aujourd'hui, en archi, en urbanisme, en géographie, on voit qu'ils se retrouvent parfois sur des actions, là où avant c'était des fonctions un petit peu séparées. Voilà, je voudrais te remercier, je sais que tu as un emploi du temps très, très serré, que tu es très prise dans tes différentes fonctions et tes engagements, donc on est vraiment heureux de t'entendre aujourd'hui. Je crois que tu as fait connaissance avec un certain nombre de personnes déjà dans cette salle. Je te rappelle que notre directeur, c'est Laurent Bègue et qu'il est toujours présent parmi nous pour ces rencontres. Et c'est important et que toute l'équipe est alignée en partie. Il y en a aussi dans la cabine et je voudrais les remercier. Profiter de ta venue aussi pour les remercier du travail. Et c'est eux aussi qui nous permettent qu'on te retrouve d'abord en visioconférence avec la bibliothèque. Donc il y a du monde qui te regarde à la bibliothèque, en streaming aussi, puis en vidéo dans 3-4 jours directement mis en place sur le site. Voilà Chloé, à toi la parole et les images aussi. Merci Luc, que je tiens à remercier de m'avoir invité, et ainsi que toute son équipe que j'ai rencontrée ce matin et que je remercie pour son accueil et sa bienveillance. Donc Luc, on s'est croisés en effet, nos routes se sont croisées sur les 2 projets que je vais vous présenter. Avec le pôle des arts urbains dont Luc était en effet président à Saint-Pierre-des-Corps, et un 22 décembre 2012 lors de la fête des enfants donnée sur le bidonville à Rissorangis. Donc voilà, c'est aussi en lien avec cette thématique, cette problématique que tu racontais. Je tiens à préciser que voilà, je suis architecte, je suis ni professeur ni universitaire, donc je vais vous parler avec mes mots. Voilà, je suis plus à l'aise en actes, mais c'est important de pouvoir transmettre ce qu'on fait. Donc c'est le but aujourd'hui. Donc, je vous ai préparé aussi quelques images. C'est plus facile d'appréhender ces actes avec une certaine réalité. Donc la problématique du réversible, du temporaire, de l'alternatif est explorée à travers 2 projets. Le premier, c'est donc le Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps, donc à 4 km de Tours. C'est un projet de réhabilitation d'une ancienne usine avec une petite extension qui a été porté par la compagnie OFF, une compagnie de rue, et le pôle des arts urbains, avec une maîtrise d'ouvrage qui est donc l'agglomération Tours Plus. Le deuxième projet est donc l'accompagnement d'un bidonville à Rissorangis. Rissorangis est une ville de banlieue parisienne à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Et donc cet accompagnement s'est fait avec une association qui s'appelle Pérou, Pôle d'exploration des ressources urbaines. Et je vais donc vous raconter, pour moi tout projet se construit en 3 actes. Le premier, l'acte politique, un acte culturel et un acte social. Et l'acte politique est un acte citoyen qui initie tout projet. Il associe la demande d'un groupe d'usagers à la commande d'un élu. Et l'engagement dont il témoigne scelle la confiance de chacun en l'acte constructif à venir. Donc par exemple pour le Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps, nous avons donc un couple citoyen constitué de Maud Le Floch et de Philippe Frélon, compagnie OFF et le Polo, associés à une maîtrise d'ouvrage. Donc eux, moi je vais les appeler souvent la maîtrise d'usage, en disant voilà, c'est l'habitant, l'usager, celui qui habite où il travaille dans le lieu et qui souvent vient nous chercher pour porter et accompagner le projet. Et ce couple-là citoyen est associé à une maîtrise d'ouvrage, souvent plus institutionnelle, qui est donc, dans le cas de Saint-Pierre-des-Corps, la communauté d'agglomération Tours Plus. C'est celui qui paie, souvent, et qui accompagne aussi le projet. Sur le bidonville de Rissorangis, on va dire ce citoyen, c'était les habitants du bidonville qui sont venus nous chercher en disant on a envie de faire autrement. Et donc associé à chaque fois à une commande qui était le PUCA, Plan, Urbanisme, Construction, Architecture, Construction, et la Fondation Abbé Pierre qui nous ont aidés dans ce projet. Ensuite, l'acte culturel est nécessaire sur tout projet. Le chantier culturel est un lieu intrinsèquement intellectuel, physique, de brassage, et c'est de nourriture intellectuelle. Et c'est important de ramener le sujet là où est posée donc la question et d'ouvrir sur le sujet ou à côté du sujet pour enrichir cette commande et aussi changer et faire évoluer les comportements.
Donc sur le projet de Saint-Pierre-des-Corps, c'est principalement le polo qui a porté un certain nombre d'actions artistiques et intellectuelles qui ont ponctué tout le chantier. Et idem sur le bidonville, on a fait rentrer de la culture auprès des habitants pour ouvrir le bidonville à la ville. Et enfin, pour moi, construire, c'est aussi un acte social, puisque construire est ce qui nous réunit. Donc c'est indispensable de montrer ce qui est à l'œuvre dans un chantier et ce qui génère une avancée collective, des rencontres. Et sur aussi la notion de travail, le montrer, le mettre en valeur. On construit bien avec quelqu'un. Et pour moi, l'architecture, c'est plutôt, on n'est pas dans l'exécution d'un projet ou d'un objet, mais bien dans la conduite d'un processus. Et c'est ce que je vais vous montrer à travers les 2 projets. Donc, commençons par celui du point haut, à Saint-Pierre-des-Corps. Pour faire un beau projet, il faut un beau chantier. C'est un peu la base. Et pour faire un beau chantier, il faut pouvoir le comprendre. Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre un projet? Eh bien, on l'explique à partir d'une maquette. C'est un peu notre moyen déjà de conception. Nous travaillons à partir de grandes maquettes, donc à l'échelle du 50e, en bois, qui sont facilement manipulables, sur lesquelles on conçoit le projet. Et ensuite, ça permet donc ce projet, cette maquette, on l'explique donc à cette maîtrise d'usage, à ceux qui vont l'habiter, pour qu'ils s'en saisissent et qui commencent à se l'approprier dès la phase de conception. Ensuite, on l'explique aussi, on explique le projet sur cette maquette aux politiques, à la commande, aux voisins, qui permet qu'on n'ait par exemple aucun permis de construire qui est attaqué. Parce que les gens viennent au fur et à mesure sur le chantier, sur le projet, puisque souvent on n'est pas encore en chantier au permis de construire, mais comprennent le projet à partir de cette maquette. Et puis en réunion de chantier, on l'utilise aussi beaucoup. C'est-à-dire que moi, ma première réunion de chantier, je la fais sur la maquette, en montrant aux entrepreneurs, regardez ce qu'on va faire ensemble, et où on commence. Et pareil, au niveau des ouvriers. Une fois, il y avait un ouvrier qui était en train de fonder un micropieux pour la tour de 22 mètres. Je lui ai dit, mais est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça? Ah, non. Venez voir, je vais vous montrer sur la maquette. Donc là, vous êtes en train de faire le micropieux du poteau de la tour de 22 mètres qui va recevoir les exercices aériens de la compagnie Off. Ah bon, jamais on m'explique pourquoi je fais un micropieux, une des fondations. Je dis, bah ouais, mais voilà, la maquette sert à ça, à s'approprier le projet aussi par ceux qui le fabriquent. Un beau chantier, c'est la base, c'est aussi un chantier habité. C'est-à-dire que nous portons, alors c'est pas un principe, c'est pas une théorie, mais c'est vraiment une réflexion autour de la permanence architecturale. Donc là, on a fait une grande rencontre vendredi dernier, justement au Point Haut, à Saint-Pierre-des-Corps, sur la permanence architecturale. On pensait être une 50aine, on était 200. Donc on s'est aperçu que voilà, il y avait quelque chose autour de ça. Qu'est-ce que c'est la permanence architecturale? C'est le fait d'assurer une présence en continu sur un chantier. Donc elle est assurée par un jeune ou une jeune architecte, généralement. Et elle habite, alors là je vous présente Ariane dans sa caravane. Ariane est donc étudiante en architecture et elle a habité dans sa caravane pendant 8 mois sur le chantier. Et elle a porté ce qu'on appelle la permanence architecturale. Elle est notre lien entre la maîtrise d'œuvre et le chantier. C'est-à-dire que moi, je viens une fois par semaine en réunion de chantier, tous les jeudis, mais Ariane est là toute la semaine. Donc elle fait le lien entre justement cette maîtrise d'œuvre et les ouvriers, les chargés de projet, entre les ouvriers entre eux, entre les entreprises, et aussi avec la maîtrise d'usage, puisque nous sommes en chantier, en site occupé. Donc voilà, le chantier est une nuisance, c'est compliqué, il faut l'accompagner. Ariane aussi a un rôle essentiel, c'est d'ouvrir le chantier. Et ça, c'est important que ce soit la permanence architecturale qu'il fasse et pas moi. Ariane, tous les jeudis à 17h, ouvre le chantier et le fait visiter sur inscription sur un site, sur le site du chantier. Et donc, elle fait visiter à qui? Elle fait visiter à des voisins, à des riverains, à des étudiants, à des élus, à des enfants. Et voilà, chacun met des casques et on le fait évidemment de façon sécurisée. Il est 17h, les ouvriers ont débauché, on fait attention. Ça veut dire que si le chantier est propre, ce qui est aussi un avantage, et qu'il est montré. Et que le travail qui s'y déroule est aussi visible. Qu'on remet
en visibilité ce travail manuel qui est souvent caché, qui est aussi un travail pénible, ce travail du bâtiment, dehors, il fait froid, mais qui est un travail profondément humain et dans lequel les mains ont une vraie place. La permanence architecturale permet aussi d'avoir un lieu qu'on appelle la cabane de chantier, qu'on construit, qu'on aménage et dans lequel les ouvriers sont les bienvenus. Donc un beau chantier, c'est aussi un chantier accueillant. Et à l'aide de cette cabane de chantier, on accueille les ouvriers, les chargés de projet, la maîtrise d'usage. Nous, c'est notre bureau. Le bureau de la maîtrise d'œuvre est sur place. On a des échantillons, on a des plans. Et ça permet d'avoir du café chaud, donc d'avoir un lieu où les ouvriers peuvent se réchauffer leur gamelle et se prendre café chaud tous les jours. Ensuite, ce chantier doit être un acte culturel, c'est-à-dire qu'on doit ramener les savoirs sur le lieu même où est posée la question. Donc on l'ouvre aussi intellectuellement. On a organisé une série de temps forts, principalement donc portés par le Polo, en association avec nous, d'un certain nombre de réflexions qu'on s'est faites le long de l'étude et qu'on a voulu transmettre le long du chantier. Donc on a exploré par exemple la dépollution des sols par phytoremédiation, le son du chantier, le bruit, la nuisance du chantier, la sécurité du chantier, l'accessibilité du chantier, donc avec le handicap, une levée de charpente. Donc on a pris des sujets comme ça et chaque fois on les a explorés sous 2 thèmes. Allier donc le savoir à un événement artistique, culinaire ou une performance. Donc c'est complété chaque fois, comme on le fait ici, une conférence, souvent plutôt universitaire, et ensuite un temps fort qui est un plaisir. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que les populations des deux, il y en a qui viennent aux conférences et qui d'habitude viennent pas au spectacle ou inversement, et maintenant qu'on avait des gens très différents des moments qui souvent commençaient par la visite à 17h, la conférence à 18h, et à 19h, on avait le spectacle ou la performance. La prochaine fois, hein, Luc. Oui, je note. Ensuite, Beau Chantier, c'est aussi des jolies histoires. Et ça, c'est une très belle histoire d'un des temps forts dont je viens de vous parler, qui était sur le bruit du chantier. Et on a fait venir un orchestre qui s'appelle le TSO. Et ils ont fait un concert sur le chantier, qu'on voit, on est vraiment en plein milieu, on est en train de préparer les fondations pour la charpente, en plein milieu du chantier, qui se sont associés aux ouvriers de l'entreprise de Gros Œuvres, qui s'appelle l'entreprise GMB, et qui ont fait donc un véritable concert au milieu du chantier. Donc les ouvriers étaient, eux, habillés en queue de pie avec leurs instruments, c'est-à-dire un marteau-piqueur, une benne, un Manitou. Et de l'autre côté, les musiciens étaient habillés en bleu de travail avec leurs instruments, c'est-à-dire violon, guitare, chant. Et pendant 1h30, il y a eu un concert, mais qui était un gros moment d'émotion. Parce que c'est rare, souvent on fait justement ces chantiers ouverts, et on fait venir des spectacles. C'est rare que les ouvriers prennent part à ces spectacles, ils jouent en plus. Là, ça a été un autre moment justement de rencontre autour de la levée de charpente. Donc là, on était à peu près à la moitié du chantier, on grutait véritablement une partie de la charpente, donc du point haut, qui était donc une surélévation de la charpente à 22 mètres. Et là, c'était une rencontre aussi entre tous les gens qui passent sur ce chantier. Donc la maîtrise d'œuvre, où là on s'était déguisé avec le pilote, les entreprises de charpente, l'entreprise de Gros Œuvres, les 2 compagnies qui étaient présentes déguisées, le public. Et donc on a joué ensemble, et donc c'est aussi des moments de brassage culturel qu'on voit rarement. Donc 2024, après, a fait un mapping de la charpente en lumière. Donc là on avait 700 personnes sur le chantier. C'est aussi un moment d'expérimentation. C'est-à-dire que le chantier, il faut qu'on teste d'autres choses. Il faut qu'on essaye d'aller au-delà de ce qu'on appelle les 1% artistiques. 1%, on réinjecte ces 1% dans des tests, par exemple, de cheminement en chaise roulante à l'intérieur du chantier et dans le quartier. D'ailleurs, là, je me suis dit que je ne travaillerai plus jamais sur les PMR, parce que nous, en architecture, c'est toujours une contrainte aujourd'hui de normes.
Et voilà, et aujourd'hui, et explorer le quartier en chaise roulante, c'est très intéressant comme expérience. Tous les architectes devraient le faire. Aussi sur des repas de chantier avec les ouvriers, puisque les ouvriers, voilà, le soir rentrent, sont fatigués. Là, dire, voilà, on a fait des grandes tables, on fait un gigot bitume, on remet au centre ces pratiques qui se faisaient avant beaucoup plus couramment sur les chantiers. Et là, on a essayé de les remettre aussi, jouer voilà, avec des photographes qui étaient là, avec aussi les chefs de projet. Donc, on a expérimenté pas mal de choses. Et puis, un beau chantier, c'est un chantier humain. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ramener l'humain au cœur de toutes ces problématiques. On privilégie souvent la HQE, la haute qualité humaine, au détriment de la HQH, pardon, haute qualité humaine, au lieu de la HQE, haute qualité environnementale, qui est donc une norme. Partant du principe que l'écologie ne réside pas dans un procédé technique, mais d'abord dans des modes de vie, des pratiques et dans des relations humaines. C'est un parti pris qui permet de régir, d'orienter l'ensemble de nos projets. Voilà sur le point haut. Je vais maintenant vous présenter cette même problématique à travers un sujet qui est très différent, c'est-à-dire un bidonville, donc celui dont je parlais, donc Aris Orangis, un bidonville de Roms, de Roumains, de Bulgares. Voilà, de quoi Rome est-il le nom, c'est un sujet. On a essayé d'ailleurs de comprendre. Nous avons accompagné ce bidonville avec une association qui s'appelle Pérou, Pôle d'exploration des ressources urbaines. C'est une association qui a pour but d'expérimenter d'autres modes de réponse aux situations de grande précarité urbaine, principalement en utilisant la méthode de recherche-action. Donc on habite, mais aussi on transmet. Donc on est plusieurs. Donc moi j'ai été trésorière du Pérou là, pendant quelque temps. Maintenant je suis membre du conseil d'administration. On est des architectes, des géographes, des politologues, des journalistes, des géographes, des psychologues. Voilà, c'est très divers, beaucoup de jeunes. Très intéressant, ça, justement, dans cet acte de transmission. On a différents sujets encore en cours. Donc, on a eu celui de RIS et la suite. On travaille aussi avec des sans-abri à Paris, en Avignon, sur un autre bidonville à Arles. Et puis, en ce moment, qui a beaucoup d'actualité, à Calais, donc avec les grands. Et donc, là, nous sommes donc Ris-Orangis, une vingtaine de kilomètres, le long de la Nationale 7, ville dortoir, sud de Paris. Voilà, une association vient nous chercher, on nous disait, bon, là, il y a un bidonville, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir ce qui s'y passe? Donc, l'entrée du bidonville se situe devant le panneau publicitaire, entre les arbres. On rentre avec une certaine appréhension, où va-t-on arriver? Puis là, on voit voilà, de la boue, amoncellement de matériaux hétéroclites, panneaux de publicité qui constituent les baraques, trame d'organisation d'installation, d'abri, et puis des signes de vie, des enfants qui rient, des femmes qui nous invitent à boire le thé. Voilà, on se dit, bon, on peut se poser là, en effet. Là, on a élaboré un scénario. D'abord, rencontrer les acteurs politiques, les habitants, les voisins. Ensuite, se documenter, essayer de comprendre, de chercher, puis d'écrire un récit de transformation de l'espace, donc déjà cartographier l'existant et savoir comment le transformer. Et enfin, très important, définir le temps de l'action, puisque l'idée c'est d'élaborer un calendrier qui vaut contrat moral avec les personnes pour sortir du bidonville. Et de se laisser 1 an et demi pour sortir du bidonville. Donc là, c'était à peu près au mois de novembre 2012. Vous nous laissez la fin de l'année, plus une année d'après pour sécuriser, accompagner et sortir de ce bidonville. Et donc, on a décidé d'occuper, de construire, d'habiter le chantier. Donc ça correspond à peu près à 140 personnes, avec donc les habitants, 140 personnes, dont un tiers d'enfants. La première chose, c'est mettre hors bout les rues, entre guillemets, du bidonville. En arrivant, une petite fille me dit, je lui dis, mais il était 11h le matin, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, t'es pas à l'école? Ben non, sinon, quand je vais à l'école et qu'il pleut, on a les pieds pleins de boue, et moi, j'ai pas envie d'arriver avec les pieds pleins de boue, mes camarades, ils se moquent de moi, donc je vais pas à l'école. Bon, et ben on va commencer par ça.
On va commencer par mettre hors bout les rues du bidonville. Donc là, on a été chercher des tonnes de BRF, c'est des copeaux de bois si vous voulez, qu'on a déversés dans les rues du bidonville. On a aussi évacué les déchets, des tonnes de déchets. Nous avons constitué des toilettes sèches, organisé une campagne de dératisation, posé des extincteurs, essayé de sécuriser le circuit électrique autant qu'on pouvait, relié à un groupe électrogène, où voilà, les familles se cotisaient au fur et à mesure pour l'alimenter en essence. Et puis, nous avons construit une ambassade. Donc ça a été l'acte fort, puisqu'on s'est dit, voilà, les enfants doivent pouvoir inviter leurs camarades de jeu. Et puis, bon, il y avait aussi toute une histoire au niveau de la scolarisation des enfants, puisque le maire de Ris-Orangis, socialiste, a refusé la scolarisation des enfants. Donc on a dit, en attendant, on va aussi pouvoir construire une salle de classe, un lieu pour faire des goûters, un lieu de messe, un lieu de réunion, un lieu de scolarisation des mères, qui ne savaient pas parler aussi français, alphabétisation des mères, un lieu où nous aussi on pouvait se réunir. Donc on a construit cette ambassade par Julien Belair, qui est architecte, qui a construit avec les bénévoles du Pérou, avec aussi les habitants. Donc ça fait à peu près 30 mètres carrés et on l'a inauguré donc le 22 décembre 2012. Et juste avant, 2 jours avant, a été placardé sur les poteaux de cette ambassade un arrêté d'expulsion pour péril imminent. On se dit, c'est pas grave, on continue, on fait la fête et on verra. Cette ambassade a servi, donc là c'était le jour de la fête, ça a aussi servi à pouvoir ramener de la culture. Donc ce jour de fête, on a eu un artiste qui est venu faire une véritable prestation artistique à l'intérieur, Didier Gallas, faire un arlequin absolument somptueux. Et puis une autre fois, il y a Israël Galvan, qui est un danseur de flamenco, qui se produisait au théâtre de la ville de Paris. Et le soir de relâche, il est venu faire son spectacle à l'intérieur du bidonville. Et donc, pour faire son spectacle, nous avons construit un bal-parquet qu'on appelait donc la place des fêtes, et qui est évidemment resté, qui était la place après centrale du village. Mais donc, chaque fois, la culture est aussi excuse de construction à l'intérieur du bidonville. Ensuite, voilà, le 3 avril 2013, se présentait devant l'ambassade 150 CRS, 3 pelleteuses et j'en passe, répondant donc à l'arrêté municipal au motif donc de péril imminent. Et voilà, détruire, c'est la manière la plus sûre de se faire pérenniser le bidonville, puisqu'il se reconstruit fatalement quelques mètres plus loin. Ça a été un moment très violent. Déjà parce que politiquement, puisqu'aujourd'hui à ce moment-là, on était sous un gouvernement de gauche, qu'on avait mis en sécurité le bidonville, autant humainement que de façon technique, qu'il s'y passait des choses, que là il y avait aussi des journalistes qui en parlaient beaucoup. On essayait de montrer une autre façon de faire la ville. Et moi j'ai été très surprise, je ne m'attendais pas du tout à cette expulsion et de cette manière aussi violente. La bataille s'est poursuivie sur 2 fronts. Donc la première, donc on a dû accompagner forcément les familles qui se sont retrouvées à la rue. Et l'autre chemin, ça a été, et là c'était pour le coup une bataille gagnée, ça a été 38 personnes qui ont pris part à un projet d'insertion. Donc on est rentré, donc ça c'était lors des négociations juste avant l'expulsion. 38 personnes sont rentrées dans le droit commun avec un accompagnement, qui devait se faire un relogement, qui devait se faire de façon immédiate après l'expulsion dans des algécos posés sur un parking. Donc là on est à Ris-Orangis. Donc ça c'est un projet qui a été porté par le conseil général et ça s'est fait 1 an après. Donc les familles ont été relogées pendant 1 an. Souvent dans des hôtels sociaux de l'autre côté de Paris, donc des scolarisations des enfants, et aussi avec, dans des hôtels insalubres, ils étaient bien mieux dans leur bidonville. Donc là, on a une petite mission d'occupation des interstices, qu'on a essayé d'humaniser un peu autant qu'on pouvait. Donc ça, c'était 1 an après, mais aujourd'hui, l'ensemble de ces 38 familles sont dans des logements sociaux et
et ont un travail. L'autre front, ça a été évidemment que l'ensemble, les centaines d'autres personnes qui n'ont pas eu le droit à ce contrat d'insertion se sont posées dans un autre terrain qui s'appelait le terrain dit de la Folie à Grigny, donc à peu près à 500 mètres de l'autre bidonville. Et là, c'est reparti. Donc on a continué à les accompagner à travers toujours la même méthode, essayer de ramener un acte culturel, donc là, des artistes qui ont travaillé sur des grandes passerelles, une stabilisation des sols avec des BRF, avec un assainissement sous la passerelle. On a essayé de travailler sur des rigoles et des récupérations des eaux. Sur la construction, nous, encore d'une petite cabane qui nous permettait de faire permanence, faire résidence, y compris de faire venir des résidences d'architectes pour imaginer la suite. Dire, voilà, le bidonville, le but, c'est pas de pérenniser, mais au contraire de fléchir à sa sortie. Et donc, voilà, différents projets sont mis en place sur le bidonville de la Folie, avec donc les mêmes familles qu'on avait accompagnées avant. On a le collectif Stalker qui est venu tisser des grands drapés avec les femmes du bidonville pour travailler sur un grand vélum. Donc ça, c'était des permanences on va dire, culturelles. Et puis des temps forts. Donc là, il y a Tony Gatliff qui est venu présenter sur le bidonville Gaggiodilo. C'était juste incroyable parce que déjà tous les enfants s'attendaient à voir Romain Duris, donc ils étaient hyper déçus. Ils n'avaient pas compris que fallait faire venir. Voilà. Et puis en effet, il a une gueule. Il a une gueule. Et il connaissait tout le film par cœur. Donc il y a des moments qui n'étaient pas traduits. Donc il y avait déjà aux ordres. Des moments qui n'étaient pas traduits. Et donc les enfants, les mémés, ils nous traduisaient tout. Enfin, ça a été un beau moment. Combien ça coûte tout ça ? Déjà, première expulsion, deuxième expulsion. Une expulsion, ça coûte combien ? On a une mode de gestion et d'organisation. On a un coût de destruction avec les pelleteuses et CRS et tout ce qui s'ensuit. Et puis en plus, après, une fois que c'est détruit, souvent ils refont des tas pour bien être sûr que personne puisse retourner sur le terrain. La neutralisation de l'ensemble des éléments pour raser, remblayer, évacuer. Et ensuite, l'hébergement des familles. Donc, celles qui sont en hébergement, c'est là où il y a des enfants de moins de 3 ans, des situations de santé très fragiles, et ils sont généralement hébergés, ce que je disais, loin, très mal, et sur une durée de 7 à 14 jours maximum. L'ensemble coûte en moyenne, donc, 328 965 000 euros. Vous voyez, rien qu'en 1 an et demi, nous avons subi 2 expulsions. Donc, celui du bidonville de Rissorangis, le deuxième de Grigny s'est fait évacuer dans la foulée. Combien coûte, nous, l'accompagnement qu'on a porté ? On en est à 153 000 euros donc d'accompagnement sur le bidonville et de bidonville, la base vie, sur 24 mois. Donc on s'aperçoit qu'on est 4 fois moins, qu'en plus, nous, on arrive à résoudre et à rentrer dans le droit commun ou d'imaginer un avenir. Alors que là, le bidonville, évidemment, de Grigny s'est fait expulser et on a encore 100 personnes dans les rues. Ensuite, il faut transmettre tout ça. Donc ça, c'est important. On est sur de la recherche-action chaque fois, sur des financements qui sont aussi de la recherche. Donc il faut qu'on le transmette par des films et par des livres et aussi énormément de documentation, de synthèse de tout ça qui ont été d'ailleurs mis sur le site internet de Pérou. Il faut taper Pérou Paris et vous avez tout ça en ligne. Nous avons rassemblé des écrits dans un livre qui s'appelle « Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir ». Et on est un certain nombre de artistes, écrivains, juristes qui avons interprété l'arrêté d'expulsion qui donc a été placardé sur l'ambassade, qui est un arrêté assez extraordinaire de 7 pages qui commence chaque fois « considérant que ». Et donc il a été interprété de façon, c'est assez drôle. Et donc le livre qui était, le film qui a été fait par Sébastien Thierry sur le bidonville. Donc voilà, on a essayé de récolter autant de matière qu'on pouvait pour transmettre et expliquer ce qui s'était fait et comment on pouvait
comment on pouvait se transmettre tout ça. Voilà. Juste pour finir, aujourd'hui, enfin, on va dire demain, autour dans 2-3 ans, on estime que 30% des habitants mondiaux habiteront dans des bidonvilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bidonville, on parle souvent en plus, en résumant ça, sur des Roms et bidonvilles de Roms. En fait, déjà dans les bidonvilles, il n'y a pas du tout que des Roms. Mais surtout, le bidonville est devenu maintenant un des points communs d'habitat sur l'ensemble du monde. Et comment résoudre ça? Je pense que c'est pas l'expulsion qui va faire avancer les choses. Et au contraire, c'est cette permanence. Déjà qu'on n'est pas dans l'urgence. On est dans cet accompagnement, cette écoute. Voilà, qu'il faut mieux construire que détruire, et qu'aujourd'hui, ça va être un sujet pour vous tous les jeunes de demain, je pense, à explorer. Voilà. Merci.